Donc bonjour à tous, bonjour à toutes dans la salle et bonjour à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui puisqu'on inaugure aujourd'hui un nouveau cycle de rencontres de l'IREMO, un cycle qu'on a baptisé Libre de parole. Une parole libre donc, celle d'ambassadeurs à la retraite, invités chaque mois à venir partager en toute liberté et en toute franchise leurs expériences professionnelles. Nous avons conçu à l'IREMO ces rendez-vous mensuels comme une porte d'entrée vers la diplomatie, vers les arcanes de la diplomatie. Une manière de mettre en avant les parcours de ceux qui ont été en première ligne, donc nos ambassadeurs, mais aussi de lever le voile sur les rouages d'un métier très convoité, de le questionner pour mieux le comprendre. C'est un exercice qui est particulièrement pertinent aujourd'hui, puisque nous vivons un moment géopolitique très fort, où les dynamiques de la diplomatie semblent parfois se heurter à la violence brutale de la guerre, à une violence qui est insensible, parfois il semblerait, aux négociations et aux compromis politiques. Donc pour inaugurer ce cycle de rencontres, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Pierre Duquesne, que j'essaierai de présenter de manière concise, mais bon, la longue carrière m'en empêche. Monsieur Duquesne, vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'ENA, vous avez commencé votre carrière à la direction du Trésor du ministère de l'Économie et des Finances. Vous y avez occupé différents postes au fil des années 80 et 90. Vous avez été responsable des affaires économiques, monétaires et internationales. Vous avez aussi joué un rôle clé dans les négociations du traité de Maastricht. Vous avez été membre du comité de politique économique, membre suppléant du comité monétaire de l'Union européenne et membre du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Et puis, au tournant du siècle, à partir de 97 et en pleine cohabitation, vous avez été conseiller auprès du Premier ministre Lionel Jospin pour les affaires économiques et financières. De 2001 à 2007, vous avez occupé le poste d'administrateur pour la France auprès à la fois du FMI et de la Banque mondiale, une double fonction qui est tout à fait exceptionnelle. Ensuite, en 2008, vous avez été nommé ambassadeur chargé des questions économiques, de reconstruction et de développement auprès du ministère des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre que vous avez organisé des conférences pour plusieurs pays en transition ou en crise, comme la Palestine ou la Tunisie, mais aussi l'Afghanistan, le Mali, Haïti. De 2014 à 2017, vous avez été représentant permanent de la France auprès de l'OCDE, avant de devenir ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée jusqu'en 2020. C'est dans ce cadre que vous avez organisé le sommet des deux rives, que nous évoquerons peut-être plus tard. Votre dernier poste, qui s'est achevé en 2023, vous a conduit au Liban. Vous avez coordonné l'aide internationale en tant qu'ambassadeur. Et donc c'est cette longue carrière qui est marquée à la fois par des engagements économiques et diplomatiques qui vous a valu d'être fait officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Donc bienvenue, Monsieur Pierre Duquesne, et un grand merci pour votre temps. Ce que je vous propose, Je vais remercier tout de suite, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Nadia Ionesco a fait un travail formidable, pas parce qu'elle vient de dire, mais pour préparer cette réunion. Merci à Jean-Paul Chagnolo, à Agnès Levallois qui est pas là, à Giovanna Tonzarella qui est là, de m'avoir demandé d'être le premier, de faire le pilote, comme on dit dans les séries, les feuilletons. C'est une expérience redoutable, parce que en gros, je vais être dans la situation du maréchal Joffre après la bataille de la Marne, qui disait, je ne sais si vous connaissez la formule, je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, c'était lui, mais je sais très bien qu'il aurait perdu. Donc en gros, si ça marche, c'est formidable, c'est grâce à l'IREMO et à Nadia, et si ça ne marche pas, ça sera de ma faute. Tu nous permettras d'avoir une conception un peu différente. Voilà. Pardon. Donc ce que je vous propose au public et à vous, Monsieur Duquesne, c'est donc de commencer par évoquer quelques éléments de votre parcours professionnel, pour ensuite aborder des enjeux et des questions régionales en lien avec l'actualité, à travers votre vécu, vos expériences et vos anecdotes. Donc on va commencer avec votre parcours professionnel qui est en fait marqué par une pluralité et certaines particularités. Avant d'occuper des postes en tant qu'ambassadeur, vous avez travaillé dans le domaine économique et vous avez traité son lien très étroit avec le politique, notamment en négociant par exemple le traité de Maastricht. Donc comment est-ce que cette expertise en tant que fonctionnaire en économie vous a-t-elle ensuite influencé au fil de votre carrière diplomatique, et quand est-ce que ce changement de cap a eu lieu? En fait, j'ai fait ce travail d'égo-histoire, comme diraient les chercheurs. Mon épouse est universitaire. M'a conduit à
effectivement revenir en arrière. J'ai fait l'École nationale d'administration pour faire de l'économie internationale. Et j'en ai fait à la direction du Trésor, j'ai fait du bilatéral, du multilatéral, j'ai longuement, de la direction du Trésor, fréquenté le Quai d'Orsay. Mon poste d'administrateur des institutions de Bretton Woods est en fait un poste d'ambassadeur, déjà, quel que soit le nom. Et quand je reviens de Washington en 2007, le ministère des Finances ne sait pas gérer les carrières longues, le Quai d'Orsay sait gérer les carrières longues, et donc le Quai d'Orsay et le ministre de l'époque, lui-même, Bernard Kouchner, me demande de venir m'occuper de Palestine, que j'étais allé une fois en touriste en Israël, Palestine, point que je connaissais pas particulièrement. Et vous demandez comment s'est faite la transition. Elle s'est faite naturellement. Vous voyez, c'est pas un moment où je me dis, je passe d'un ministère à l'autre, même si c'est relativement exceptionnel. Et nous ne sommes que deux dans les 50 dernières années à avoir fait effectivement deux carrières dans deux ministères différents. Il y a des gens qui sont rentrés au Quai d'Orsay 3-4 ans après l'ENA, en ayant de temps ailleurs, mais nous ne sommes que deux. En l'espèce, il viendra peut-être Denis Bochart et moi. Pour l'économie, je vais vous faire des réponses un peu coquines, enfin moyennement coquines. D'abord, il y en a peut-être parmi vous, si vous êtes un peu marxiste, vous allez considérer que c'est bien les infrastructures économiques qui influencent les superstructures politiques. Donc l'économie, c'est aussi des institutions de la diplomatie. Ma carrière se déroule principalement au moment de la dérégulation des marchés, et ça intéresse beaucoup de monde. C'est compliqué. Elle se déroule aussi à vos souhaits. Elle se déroule aussi quand les institutions de Bretton Woods retrouvent de la vigueur, si je puis dire, dans les années 80-90. Il y a ce sentiment, là il est très fort, en diplomatie, que l'économie c'est plus facile que le politique. Donc on fait la CK parce qu'on n'est pas capable, Communauté européenne du charbon et de l'acier, j'ai dit à Nadia de m'arrêter si je disais, mais vu l'âge, ça dit peut-être quand même quelque chose. On n'est pas capable de faire la CED, la Communauté européenne de défense. Donc cette idée, point d'application palestinien, que c'est beaucoup plus facile de faire de l'économie sur la Palestine, parce qu'on n'arrive pas, je parle de 2007, pas d'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de la politique et très, très ancrée. Ma compétence est transversale, c'est celle qui explique que je suis passé de zone à zone. Et puis, je vais dire une chose, parce que c'est compliqué cet exercice, il faut vous parler à la fois du fond, de comment nous sommes organisés en France, etc. Je vais dire que pour la majorité de mes collègues du Quai d'Orsay, moins les jeunes, mais certainement la majorité des ambassadeurs, l'économie reste encore une science obscure. Et que donc avoir quelqu'un qui comprend quelque chose, c'est pas mal. Et inversement, pour la majorité de mes collègues, ex-collègues de la direction du Trésor, du ministère des Finances, l'économie est une matière trop sérieuse pour être confiée à des diplomates. Et moi, je suis bilingue. Bon, voilà ma réponse. Et justement, dans ce bilinguisme, quelles sont les différences fondamentales entre poste d'administrateur auprès des institutions financières et ensuite un poste d'ambassadeur dans les pays de la région? Et dans ces deux rôle-là, quelle est votre marge de manœuvre, vous, Pierre Ducan? Alors, c'est bien de vous dire vous, Pierre Ducan, parce que je crois que malheureusement, il y a un peu de personnalisation. Je vais vous faire une réponse en 3 temps. D'abord, un mot, parce que c'est central dans la géopolitique d'aujourd'hui, sur les relations bilatérales, multilatérales. Les représentants de la France, les représentants permanents, les ambassadeurs, quel que soit le titre, dans les organisations internationales, et j'ai été dans des grandes ou dans des petites, dont on reparlera peut-être, l'Union pour la Méditerranée ou la Fondation Annalint pour le dialogue des cultures, sont censés dire ce qu'on leur demande de dire.
Et ils sont censés avoir un intérêt pour le sujet, travailler, bien entendu, ça va sans dire. Mais je veux dire, et ça c'est à mon avis le vrai problème pour un Français, se mettre à la place de l'autre. Avec une idée simple en tête, il ne pense pas comme toi. Voilà. Par définition, il ne pense pas comme toi, même si tu as l'idée la plus intelligente qui soit. Ce diplomate d'un autre pays, il ne pense pas comme toi. Et ça, c'est très difficile à faire pour un Français, de se mettre à la place de l'autre. C'est donc plus facile d'être dans des relations bilatérales, parce que, et surtout dans un certain nombre de pays avec lesquels on a des liens. Je vais prétendre que les fonctions bilatérales se multilatéralisent, et qu'à l'inverse, les fonctions multilatérales se bilatéralisent. Alors, dans le sens que les fonctions bilatérales se multilatéralisent, vous ne pouvez plus, même si vous êtes ambassadeur, je vais dire, Moldavie, Bordurie, pour ne choquer personne, ou San Théodoros, ce sont des pays imaginaires de Tintin. Vous êtes ambassadeur et vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir des contacts avec les autorités du pays. Il vous faut voir le Parlement, les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les entreprises, etc. Donc vous ne pouvez plus être dans la relation singulière bilatérale juste avec le pays. Il vous faut faire du multilatéral. Inversement, les fonctions multilatérales dans les organisations multilatérales se bilatéralisent parce que vous devez traiter tout le monde, et pas comme c'est la méthode française, le plus souvent, simplement, on va dire pour faire bref, l'états-unien, l'allemand, l'anglais, suivant les cas, l'espagnol, l'italien, le chinois, le russe, négligeant tous les autres. C'est une erreur absolument tragique, donc il faut que vous connaissiez tous vos collègues bilatéralement et que vous rentriez dans une relation bilatérale avec le Bordure, le Sildave, ou que sais-je. Donc, cette relation bimulti, elle évolue. Alors, un truc un tout petit peu technique, mais je vais vous raconter une anecdote qui peut être intéressante, parce qu'on m'a dit qu'il fallait aussi enrichir ça, sinon de secret d'État, du moins d'anecdote. Administrateur, ambassadeur. Dans les institutions financières internationales, les représentants ne s'appellent pas représentants permanents, ils s'appellent administrateurs. En anglais, ça se dit executive director. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas seulement en charge les intérêts de leur pays, mais ceux de l'institution elle-même. Et si les deux rentrent en contradiction, ils sont censés choisir le rôle d'administrateur. Nous sommes en 2007, je suis administrateur à la Banque mondiale en même temps que le FMI, et nous avons un problème majeur avec le président de la Banque mondiale, qui s'appelle Paul Wolfowitz, qui est l'architecte intellectuel de la guerre en Irak, qui a été vice-ministre de la Défense jusqu'en 2005, date à laquelle il est devenu président de la Banque mondiale. Il était élu. Il a été élu, le Conseil élit. Donc Dominique Strauss-Kahn n'a pas été nommé directeur général du FMI, ni choisi par la France. Il a été élu par le Conseil d'administration. Et de même que le Conseil d'administration élit, pareil dans les banques de développement, la Banque africaine, la Banque européenne de développement, etc., il peut virer. Or, Monsieur Wolfowitz s'est rendu coupable de népotisme. Et la Banque mondiale ne peut plus fonctionner, parce que comme il a fait du népotisme au profit de sa compagne, quand le staff de la banque va dans les pays d'opération, et qui dit meilleure gouvernance, lutte contre la corruption, etc., le ministre local dit « Eh, votre président ?» Bon. Donc, la Banque mondiale ne fonctionne plus. Je suis instrumental, avec mon collègue néerlandais de l'époque, sur un conseil de 24 administrateurs, pour instruire le dossier qui permettra éventuellement de le virer. Je vous dis pas les pressions exercées par la Maison Blanche, Bush, sur tous les pays, et je reçois des coups de téléphone de Paris. En plus, nous sommes en avril-mai 2007, c'est-à-dire en pleine campagne électorale, fin de campagne, transition, machin. Tu peux pas voter pour son départ. Je dis si, je vais voter pour son départ. Mais il vaudrait mieux qu'il démissionne. Ah, mais je dis oui, on est d'accord. C'est quand toi et tes collègues, parce que c'était le même cirque à Londres,
à Berlin, etc., auront compris qu'on va voter, que ces imbéciles d'administrateurs vont voter pour son départ, qu'ils se résoudront à démissionner. Ce qui est advenu. Donc, un ambassadeur n'aurait pas pu faire cela. Un administrateur le pouvait. Donc, ça m'amène à votre dernière question. Bon, instruction, autonomie, je vais vous dire, à mon avis, j'ai réfléchi. Ce qu'il faut pour... Il y a toujours des instructions, et c'est légitime. On n'est pas là pour juste s'amuser ou ne rien faire. Pour être capable d'avoir un peu d'autonomie, il faut deux choses. Je dis pour futurs jeunes ou fonctionnaires, de l'imagination et une colonne vertébrale. Bon, ça peut paraître évident, mais je peux vous dire que ce ne sont pas nécessairement des qualités unanimement réparties chez les hauts fonctionnaires, fût-ce en 2024. Alors, vous êtes un peu plus facilité dans les institutions multilatérales parce que c'est généralement assez compliqué. Et donc, vous pouvez pousser vos pions. Difficile d'aller chercher dans les arcanes de la négociation bruxelloise ou washingtonienne ou new-yorkaise des choses. Bon. Et puis le secrétaire général, le président, le directeur de l'institution va pas tous les jours prendre son téléphone pour dire au président de la République, ça m'est arrivé, votre administrateur ou votre représentant permanent m'énerve un peu. Bon, par contre, vous êtes dans un pays quelconque et, on va dire, pour faire bref, d'Afrique subsaharienne, là, c'est sûr, c'est plus dur. Mais moi, ça m'est arrivé dans le bilatéral de dire non. On va y revenir, mais quand on m'a demandé de faire sur le Liban, conférence Paris 4, succédant à des conférences de donateurs qui avaient eu lieu en 2001, en 2002, 2007. Nous sommes là maintenant en septembre 2017. On me demande, l'Élysée Matignon, de quel Bercy me demande de faire Paris 4. Et je dis non. Mais je dis immédiatement, je réserve le suspens, on va faire un autre truc qui va s'appeler CEDRA. Je vous donne un autre exemple qui est lié au Liban aussi, parce que bon, vous avez compris que j'ai pas fait que de Moyen-Orient dans ma vie, mais enfin on est ici. Saad Hariri, Premier ministre, est complètement convaincu, il vient en France en septembre 2019, qu'il va enfin pouvoir toucher l'argent qu'il croit lui être dû. Et il met les problèmes sur mon compte. Et il se trouve qu'il voit le président de la République française, le ministre des Finances Bruno Le Maire, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et que il comprend que je ne suis pas sans instruction. Et que donc il faut pas croire simplement que les hauts fonctionnaires, même quand ils ont un peu de tchatch, disent n'importe quoi. Vous parliez de bilatéralisme et multilatéralisme, vous l'avez bien connu puisque, comme vous disiez, vous avez traité des terrains très variés, donc les pays de la région, mais aussi la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, etc. Comment se fait l'affectation d'un ambassadeur dans ces régions et surtout, comment est-ce que le ministère des Affaires étrangères va-t-il hiérarchiser ou trouver différentes priorités dans des régions tout autant stratégiques? Alors, c'est là que commencer par moi, c'est peut-être le pilote au sens série, effectivement, plus attractif que la suite, parce que je n'ai pas fait une carrière deuxième secrétaire dans un pays d'Afrique subsaharienne, puis premier secrétaire dans un pays d'Afrique moyenne, d'Europe centrale moyenne, etc. Non. J'ai une carrière pas classique, mais je crois qu'elle est extrêmement moderne. Enfin, c'est comme ça que ça devrait plutôt fonctionner. Hein. J'ai été ambassadeur thématique. Alors, quand vous voyez vos élus, c'est assez fréquent, à peu près toutes les discussions de loi de finances, dire « Mais que font ces ambassadeurs thématiques qui ne servent à rien sans ambassade, etc. » Ils ont zéro moyen, à part leur salaire. Je prétends qu'être ambassadeur, là aussi je vais rester poli, en Bordurie ou en Moldavie, et dans beaucoup de pays où nous sommes, coûte cher et ne sert à rien. Je ne vais pas donner de pays. Je prétends qu'en revanche, être ambassadeur pour le climat, pour les migrations, etc., ça sert à quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la tête de la représentation nationale,
climat, si, mais il a fallu des années. Et ça n'est pas forcément dans la tête des fonctionnaires non plus. C'est un petit sujet. Donc, je me suis fait finalement une spécialité, ambassadeur chargé des questions de reconstruction et de développement. J'ai créé un métier de fundraiser, de collecteur de fonds. Et ça m'a valu le plaisir progressivement et qui affecte le président de la République française. Donc Nicolas Sarkozy m'a, j'allais dire refilé, mais chargé de la Palestine, puis de l'Afghanistan, puis de Haïti après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le président de la République suivant, François Hollande, m'a de la même manière chargé du Mali au moment du déclenchement de l'opération Serval 2013, de la Tunisie dans la transition 2014, des Balkans effectivement après une inondation, et l'actuel président du Liban. Donc c'est pas le Quai d'Orsay qui m'a affecté, c'est le président de la République. Qu'est-ce qu'il y a dans ces jobs? La volonté d'être visible au moment d'une crise. C'est impossible qu'il y ait une crise, qu'elle soit exogène, guerre civile, catastrophe naturelle, Haïti. Il faut, si un pays s'intéresse, et les pays que j'ai cités sont des pays qui intéressent la France. C'est pas le Pérou. Bon. Donc, il faut être visible, il faut incarner un intérêt, une politique, et ça ne peut se faire qu'avec une personne particulière. Un envoyé, quel que soit le titre que vous lui donniez, un envoyé spécial, un ambassadeur ad hoc, etc., parce que les organigrammes ne le permettent pas. C'est tout simple. Donc, le directeur des Amériques au Quai d'Orsay va considérer que c'est un tremblement de terre en Haïti, il sait faire, ou l'ambassadeur en Haïti va... Non. Il y a un comité qui est présidé par Clinton, qui dure 2 ans. Il faut incarner l'intérêt de la France. Il faut être interministériel, et ça, je crois, si je fais de l'égo-histoire, que c'est vraiment ma caractéristique sur de longues années, non seulement le passage à Matignon, mais globalement, je pense interministériel. Je ne pense pas à défense des frontières. Il faut être donc, en l'espèce, fundraiser, donc savoir collecter des fonds. Les emplois, parfois vous les avez sans les demander, parfois vous les demandez et vous les avez pas. Pas sur les postes d'ambassadeur en mission, ambassadeur thématique. Vous pouvez être viré un mercredi matin et l'apprendre au mieux 1 heure avant. Parfois pendant le Conseil des ministres, ça m'est arrivé. En gros, le Conseil des ministres a plutôt lieu le mercredi matin, mais moins en ce moment. Donc la vie du haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres est faite d'incertitude, normal. On est à disposition du gouvernement, on n'est pas propriétaire de son poste. Et j'ai trouvé dans un livre qu'a écrit un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Notin, je sais pas si Jean-Paul le connaît, qui est sur l'affaire du Mali, qui s'appelle La guerre de la France au Mali. Bon, je l'avais rencontré, enfin il avait rencontré toute l'armée française. Il m'a qualifié, c'est pas moi, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, l'homme de terrain assez gradé pour en imposer à ses interlocuteurs, entièrement dévoué à ses missions. Voilà. Si je dis pas de bien de moi, on n'en dira pas. Voilà. Merci beaucoup. On va essayer de se concentrer maintenant sur certains terrains qui s'alignent, disons, avec ce qu'on propose à l'IREMO. Commençons avec le Liban, bien sûr, à la lumière de l'actualité. Il y a 3 ans, alors que vous étiez encore ambassadeur chargé de la coordination du soutien international au Liban, vous avez fait une interview au sujet de l'avenir de l'aide et de la présence française au Liban. Donc j'aimerais revenir sur ce point avec une langue peut-être plus déliée. Quel rôle est-ce que vous voyez aujourd'hui pour la diplomatie française au Liban face à des crises de plus en plus multiples, complexes, sur plus en plus de fronts? Que peut aujourd'hui la diplomatie? Alors, je vais commencer par dire que dans la ligne de ce que j'ai dit tout à l'heure, que un grave défaut constitutionnel, si je puis dire, pas au sens de la Constitution, mais notre propre Constitution, pour la diplomatie française, est de vouloir s'occuper de tout, partout, sur tous les sujets, à tous les moments. Nous n'en avons pas les moyens humains, politiques,
financiers, que sais-je. Je considère comme absurde d'avoir tenté depuis 2011 d'avoir un rôle quelconque sur l'affaire libyenne. Ça n'a juste conduit à nous fâcher avec l'Italie, qui, je caricature un peu, bien entendu, mais on perdait du temps. Au Liban, pas une seconde. Voilà. Donc, chacun reconnaît dans la communauté internationale que, à raison de l'histoire, de la géographie, de la langue, de la culture, que sais-je, la France a un rôle majeur à jouer au Liban. Et l'intérêt français pour le Liban, parce que ça m'a frappé dans ce job, n'a pas commencé avec la visite du président de la République le 6 août 2020, 2 jours après l'explosion du port, parce qu'il y a une espèce de lecture qui consiste à dire c'est de là que Emmanuel Macron, pris d'une illumination, tout d'un coup a commencé à s'intéresser au Liban dans des circonstances très particulières que j'ai vécues. J'étais le seul fonctionnaire du voyage. Donc, ça a commencé bien avant Emmanuel Macron, bien évidemment, et lui-même s'est intéressé au Liban dès le début de son mandat. La première visite d'État, donc c'est le grand machin avec tout le décorum, d'un chef d'État étranger en France, sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, en août 2017, c'est Michel Aoun, le président de la République libanaise. Il y a l'épisode que je m'amuse à qualifier d'enlèvement au sérail de novembre 2011, où vous vous rappelez peut-être, il va délivrer le Premier ministre libanais, Saad Hariri, de son exil doré dans un hôtel de Riyad, etc., etc. Et il y a le fait qu'on me demande effectivement à la même période, un peu avant, en fait, de faire la scène, enfin ce qui n'était pas la scène, de faire Paris 4. Donc, on a un rôle qui est reconnu, on parle à tout le monde, y inclut la branche politique du Hezbollah, encore aujourd'hui. Nous sommes le seul pays occidental à ne pas considérer l'entièreté du Hezbollah comme organisation terroriste. Nous ne considérons que la branche militaire comme terroriste. Il y a des députés Hezbollah, il y a des ministres Hezbollah. La France est le seul pays occidental, bien sûr, qui leur parle. La communauté internationale n'a jamais été optimiste. On en reparlera, on va en reparler un peu plus de ça sur ce qu'on pouvait faire. Mais en gros, elle nous a dit, écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut tenter le coup, c'est vous. Pareil, si ça marche, ce sera un grand succès de la communauté internationale. Si ça ne marche pas, ce sera la faute de la France. Et donc, c'est ça qu'on peut jouer. Inversement, au Liban, la population attend notre intervention. Alors, c'est un peu ambivalent. Je ne sais pas s'il y a des franco-libanais dans la salle, mais c'est ni trop ni trop peu. Enfin, de temps en temps, on reproche à la France de ne pas assez intervenir. Parfois, on lui reproche d'intervenir trop. Mais enfin, globalement, il y a ce. Alors, la situation, bien entendu, change du tout au tout ces dernières semaines. Je dirais pas depuis le 7 octobre 23, un peu depuis le 7 octobre 23, mais certainement ces dernières semaines, parce que là, le rôle au Liban que plus exactement ne jouent pas les États-Unis d'Amérique est singulièrement plus important que celui que peut espérer jouer la France. Mais vous comprenez les réactions du président de la République. On est passé, je pense, grâce à Emmanuel Macron, d'une politique qui était un peu affective, qui était celle de Jacques Chirac, à quelque chose d'un peu plus construit. Et je veux dire, quand vous êtes fonctionnaire, bon, vous proposez aux politiques une chose. Et là, en l'espèce, s'ils font des réformes, ils auront de l'aide. S'ils ne font pas de réformes, ils n'auront pas d'aide. C'est antinomique avec tout ce qu'a fait Jacques Chirac. Ben, vous vous dites, vais-je être suivi? La capacité du politique, quel qu'il soit, à répondre à toutes les questions plutôt oui que non, est élevée.
Et donc, vous êtes face à un Premier ministre, un président de la République d'un pays étranger qui vous dit « j'ai besoin d'argent, etc. » Le président de la République française actuel a tenu bon. Il a tenu bon. Et donc, on ne s'est pas mis à financer à fond perdu ce pays. On l'a fait pour des raisons humanitaires après l'explosion du fort. On va le refaire pour des raisons humanitaires et sécuritaires la semaine prochaine, puisqu'il y a une conférence dans 8 jours qui est organisée par la France pour aider le Liban. Mais on n'a pas donné d'aide structurelle, tout simplement parce qu'il ne faisait rien. Je vais vous dire, bon. Donc, moi, je considère que ce changement de paradigme est absolument central. Et nous a requalifié aussi aux yeux de la communauté internationale. Bon, la ligne politique dans tout ça, elle est fixée par le gouvernement, mais les fonctionnaires, s'ils ont ce que je disais, de l'imagination et une colonne vertébrale, peuvent pousser. Et alors, il faut faire quelque chose qui est absolument central, c'est rendre compte. Pas forcément très drôle, mais rendre compte. Toujours dire, prévenir le politique de ce que vous faites. Éventuellement prévoir. Septembre 19, je fais une note pour le président de la République et je dis ceci. Nadia va témoigner que nous sommes le 6 septembre. J'ai dit à certains de mes interlocuteurs, dont le Premier ministre, que le Liban était malheureusement probablement rentré dans une situation où un événement interne ou exogène, pas forcément de grande importance propre, pouvait conduire à des réactions irrationnelles. 6 semaines après, augmentation de la taxe WhatsApp, pas prévu la taxe WhatsApp, et population dans la rue pendant des semaines. Bon, donc, le job du haut fonctionnaire, c'est à la fois de donner des idées, de rendre compte, de tenter de prévoir, pas toujours évident. Bon, maintenant, sur nos marges de manœuvre, le risque est quand même d'un effondrement total du pays, du retour des milices, parlons clair, ou de l'accroissement des mafias, ce qui le Liban peut hésiter entre devenir une république des ONG, c'est-à-dire il n'y a plus d'État et ce sont les ONG par lesquelles l'aide internationale passe qui tiennent lieu d'État, ou un narco-État. C'est pas complètement négligeable. Ce qu'il faudrait éviter, et j'en terminerai là à ce stade, c'est que, parce que petit risque, c'est que nos amis libanais, élisant, croisons les doigts, après 2 ans de vacances, le président de la République, se disent, on a fait un travail formidable, on a élu le président de la République. Et c'est le début de la fin. FIN. Non, ce serait à peine la fin du début. Et donc il faut, derrière, en dépit de l'état dans lequel se trouve le pays, il va falloir maintenir cette pression pour que ce pays se réforme. Ça vous fait peut-être une transition pour la suite. Absolument. On en a beaucoup parlé, je pense qu'il vaut quand même de s'attarder dessus. Donc cette conférence CEDRE, conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises, un acronyme dont vous êtes l'auteur d'ailleurs. Donc effectivement, en termes de promesses de prêts et de dons, c'était un succès, elle dépassait les 11 milliards de dollars, mais finalement, aucune somme débloquée, faute de réforme. On comprend donc ce changement de paradigme. Maintenant, comment la France peut-elle peut-être encourager ces réformes-là au-delà des promesses de dons et des prêts qui sont faites? Quelle voie de sortie? Donc, petit flashback de 10 minutes, un quart d'heure. Tu vas faire Paris 4. Le président de la République le souhaite. Non. Tu vas pas faire Paris 4. Non, parce que Paris 1, Paris 2, Paris 3, c'était la recette de l'échec. C'est-à-dire, j'ai assisté aux 3. Paris 1, j'étais conseiller économique de Lionel Jospin. Paris 2, Paris 3, j'étais l'administrateur à Washington. Vague promesse de réforme dans les secteurs connus depuis toujours.
à commencer par l'énergie, l'électricité, etc. Vague promesse de réforme, annonce d'aide, et pas de réforme, et quand même de l'aide. Et donc, les Libanais, dans leur ensemble, s'étaient habitués à cela. J'invente cet acronyme. Bon, si j'avais été consultant, il m'aurait rapporté, je sais pas quoi, 300 000, 400 000 euros. Il m'a rien rapporté. Mais tous les mots ont un sens. Hein, on est sur une conférence économique, donc pas humanitaire, pour le développement. Donc on n'est pas dans la gestion de crise. En 2017, le Liban n'est pas en crise financière. Par les réformes, donc le contrat est clair, il est écrit, que je dis et que je répète, aux autorités, en public, etc., et avec les entreprises. Parce que sur en quoi j'ai quand même une grande confiance au Liban, c'est le secteur privé. Et donc, voilà, le contrat est posé, personne n'y croit. Saad Hariri, le jour de la conférence, qui était le 6 avril 18, devant l'énormité de la somme promise, me tombe dans les bras, et il est absolument convaincu que ça va être comme avant. Et l'opposition, ce qui en tient lieu, croit aussi qu'on va céder. Et je passe un temps infini à expliquer que non, on ne cédera pas. Mais c'est vrai que c'est pas évident, compte tenu de ce que je vous dis tout à l'heure sur la relation, quel qu'il soit, homme politique, ministre, président et aux fonctionnaires. Et puis la communauté internationale se dit aussi, ces Français à un moment ou à un autre vont céder, comme d'hab. J'ai passé mes premiers mois de 2018 à faire le tour de tous les grands donateurs, singulièrement dans le Golfe. Je comprends à ce moment-là, bon, Jean-Paul sait ça depuis 30 ans, moi je ne le savais pas, que pour l'Arabie Saoudite, le Hezbollah est comme pour Israël un problème existentiel. C'est un problème existentiel. Je dis, on va aider le Liban, on va faire... J'ai le ministre des Affaires étrangères en face de moi, il me répond, et le Hezbollah. Et je dis, oui, mais alors attendez, si on construit l'État, on va avoir des institutions, justement, ça permettrait d'éviter que des organismes non étatiques se prennent pour l'État, et le Hezbollah, et le Hezbollah, et le Hezbollah. Hein, il faut que vous ayez ça en tête, nous sommes en janvier 18, et je découvre, pour ce qui me concerne, que pour l'Arabie Saoudite, c'est un problème existentiel. Ça vous explique peut-être beaucoup sur aujourd'hui. Donc, tout ça est formidable et il n'y a pas un centime d'euro, pas un cent de dollar qui a été versé, parce qu'il y a eu zéro réforme, zéro de chez zéro. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut se demander ça. Il y a une réponse facile que j'ai entendue et que tout le monde répète, les gens que vous voyez à la télé, tout ça. La classe dirigeante a trop à perdre dans quelque réforme que ce soit, parce que ses privilèges, son népotisme, sa corruption seraient mis en cause. Oui, sans doute. Mais pas que. Ça serait trop simple. Parce que à ce moment-là, il suffirait de virer 500 personnes et puis tout redémarrer comme par miracle. Je n'y ai jamais cru et c'est ce que j'ai dit répété. Et c'est un discours pas facile avec l'opposition parce qu'elle tient le propos que c'est juste un sujet de classe dirigeante. Non. Il y a d'abord une croyance chez beaucoup de Libanais, pas que l'élite, en deux choses qui définissent peut-être la résilience, mais avec les mauvais et les bons côtés. D'abord, une vision, alors ça vient sans doute de la France, pré-copernicienne, qui est que le Liban est le centre du monde habité. Et que donc, dans le gouffre, au bord du gouffre, on viendra le sauver. Donc, en toute hypothèse, quelqu'un, les États-Unis, le Golfe, la France, l'Europe, viendra le sauver. Zorro, à la fin, ou la cavalerie, forcément, on s'en sortira. Et lié à cela, on s'en est sorti tellement de fois, singulièrement la guerre civile, qu'on s'en sortira aussi une nouvelle fois. Donc, c'est à la fois positif parce que vous êtes par terre, vous vous relevez quand même, et c'est négatif parce que ça vous pousse pas forcément à faire des efforts. Autre explication, en mars 2020, le Liban passe en défaut souverain, c'est-à-dire qu'il ne paie plus
les échéances, les intérêts de sa dette souveraine. Et à partir de là, on rentre dans un débat, mais dans lequel sont l'ensemble des décideurs, pas que les amis du pouvoir, c'est ça qui est compliqué, sur un débat de nature financière et rétrospective. Comment on va se partager les pertes? C'est la faute de qui? Qui faut-il envoyer en prison? Ça. Ce débat, je l'ai dit, je le dis plus caricaturalement, là, est pas sans intérêt. Il a un intérêt historique et moral. Mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet doit être économique et prospectif. Qu'est-ce qu'on va faire du Liban, qui a des ressources incroyables? Voilà un pays qui, il y a 40 ans, avait les 3/4 de son énergie en énergie renouvelable. Aujourd'hui, heureusement, les panneaux solaires croissent à une vitesse grand V, peut-être 15-20%. Il a plein de ressources. Donc, savoir si, en 1990, Monsieur Machin ou le gouverneur ou Trucmuche, c'est pour l'histoire, malheureusement. Ça n'a aucun intérêt pour faire redémarrer le pays. Et tout le monde rentre dans ce fonctionnement. L'opposition, oui, mais c'est 10 milliards pour lui, 15 milliards. Non, je dis, je répète à tous, ça n'a aucun intérêt. Comment voulez-vous refaire repartir le Liban, etc. Et donc, pendant qu'on parle de ça, et ça satisfait beaucoup, notamment, bon, là, je ne vais pas citer certains membres du Parlement libanais, qu'on soit là-dessus, et qu'on se jette des anathèmes, on discute pas du fond, on discute pas des réformes. On ne discute de c'est la faute à qui. Bon, très bien. Le système bancaire est par terre. Je le dis, je le répète, il n'y a plus de système bancaire au Liban. Hein? Il n'y a plus de banques. Voilà, il y a des non-banques et des zombies. Eh bien, vous avez, c'est normal, quand vous avez des dépôts, une partie, voilà, l'essentiel de la classe politique qui vous fait croire, et des dirigeants bancaires qui vous fait croire qu'il y a encore des banques, qu'un jour vous pourrez récupérer vos dépôts. C'est faux. S'il y en a dans la salle, je le regrette pour vous, mais c'est faux. Il n'y a pas en face du passif que sont les dépôts des déposants, des actifs quelque part. Tout ça a été gaspillé. Donc, il n'y a plus de système bancaire. Néanmoins, on ne le dit pas. Et vous avez une alchimie d'économie politique qui est intéressante. Les actionnaires des banques sont massivement chrétiens et sunnites. Et les gros déposants, pas mal de la diaspora, sont massivement chiites. Il n'y a plus de système bancaire, donc il faut renflouer. Pour renflouer, c'est pas très compliqué. Il y aura une partie pour les actionnaires, une partie pour les déposants, une partie pour l'aide internationale, une partie pour l'FMI. Voilà, c'est une grande simplicité. Quand je dis ça en septembre 20 à l'ABL, l'Association des banques libanaises à Paris, je m'entends dire un programme FMI va aider le Hezbollah. Je croyais avoir tout entendu dans ma vie, mais qu'un programme FMI allait aider le Hezbollah, ça j'avais pas vraiment entendu. Donc voilà. Et alors dernier point qui me frappe aussi sur les morts, c'est un peu long, pardon, mais ça vous sort de c'est la faute à machin, un truc. Il n'y a aucun débat de type droite-gauche sur les grands sujets qui doivent être. C'est pas un pays perdu en développement. Donc que doit être la fiscalité? Que doit être le rôle de l'État? Le rôle de l'État dans les secteurs sociaux. Ça. Ce débat n'existe pas. Vous prenez n'importe quel dirigeant économique ou politique libanais, il n'a aucune idée sur le sujet. Donc vous pouvez pas, c'est fascinant d'ailleurs. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont souverainistes, pas souverainistes, pour le Hezbollah, contre Israël, machin. Mais ok, c'est important. Mais au bout du bout, vous voulez faire quoi de ce pays? On peut très bien dire, écoutez, on s'en a fort bien vécu sans l'État, on veut pas trop d'État, mais il n'y a même pas de débat. Alors, je vais vous faire passer pour rire, parce que ce job m'a donné le plaisir d'être caricaturé à de multiples reprises dans la presse libanaise. Et donc, c'est deux parmi une dizaine de caricatures. Vous commencez par... Donc, ce pauvre Pierre Duquesne, devant la table renversée du Conseil des ministres, qui, c'est gentil, les caractères sont gentils, qui est là en se disant, quand est-ce qu'ils vont enfin bouger, quoi? La table du Conseil des ministres est devenue un catafalque. Et, ou alors, ce pauvre petit garçon,
qui veut absolument qu'il conclue un programme, ça va vous faire la transition là aussi, avec le Fonds monétaire international, et qui est dans sa petite voiture de course, a tenté de faire décoller un avion en papier qui s'appelle Programme du Fonds monétaire international. J'ai pris ça pour un truc gentil, hein, c'est pas méchant. On est un peu pris par le temps, donc on reviendra peut-être à la question du FMI après, si on peut passer maintenant à la Palestine. Allons-y pour la Palestine. Puisque vous étiez donc ambassadeur chargé des questions économiques de reconstruction et de développement, et pendant ce mandat, vous avez souvent évoqué la Palestine comme un État sans État, entre guillemets, c'est-à-dire une entité qui a des institutions, mais qui est dépourvue de souveraineté. Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre, qu'est-ce qu'il reste de ce constat? Excellente question. Bon. Donc là, je reviens sur mon point. On se dit c'est plus facile de commencer par l'économie. Et on me refile ce beau bébé à l'automne 2007. Hein. Et les Israéliens demandaient à avoir le test, la démonstration que les Palestiniens étaient capables de gérer un État. Il faut bien convenir que la gestion sous Yasser Arafat n'était pas exempte, la gestion économique et financière, de quelques critiques, c'est dit poliment. Donc, on construit, et j'y reviendrai si vous le souhaitez, parce que là, par Georges Malbruno intercalé, j'ai eu un débat avec Gérard Haro. Nicolas Sarkozy, président de la République française, a été, pendant ces 5 ans, sur une position gaulliste, avec beaucoup plus de démonstrations d'effusion à l'égard d'Israël que Charles de Gaulle, on peut le dire, mais néanmoins, il est élu depuis mai. La conférence que je fais le 17 décembre 2007 s'appelle, avec l'accord du ministre et du président de la République, Conférence internationale des donateurs pour l'État palestinien. C'est bien dit, pour l'État palestinien. Quand j'écris l'article dont vous parlez en 2012, l'État sans l'État, je dis donc que, en fait, ce pays a les institutions d'un État. Je prétends qu'il y a plus, à l'époque, plus d'États en Palestine que dans bien des États du monde, au sens des institutions étatiques, mais il n'a pas la souveraineté. Le 29 novembre 2012, j'écris cet article au printemps 2012, le 29 novembre 2012, la Palestine est acceptée comme État observateur des Nations Unies. C'est le statut qu'a eu la Suisse de 48 à 2002, qu'ont eu le Japon, l'Australie, qu'a encore aujourd'hui, pas l'Australie, l'Autriche, qu'a encore aujourd'hui le Vatican. Hein. Son nom est l'État de Palestine, ce qui est ignoré, voire nié par Israël, par les États-Unis d'Amérique, et qui est, je trouve, un peu méprisé par les pro-palestiniens. Enfin, ils ont l'impression que c'est faux. Mais non. Et je vais vous montrer la séquence du travail. Donc, nous faisons cette CIDEF, Conférence internationale des donateurs pour l'État palestinien, en décembre 2007. Et Israël et les États-Unis sont présents. Donc, tout ça. Et le contrat, c'est donc, montrez-nous que vous êtes bien capable. Elle couvre 3 ans. Des années 2008, 2009, 2010. C'est la seule conférence ever, pour tout pays, je pense, de donateurs qui a donné plus d'argent que promis. Généralement, c'est moins quand même. Et plus de réformes que promises. Avec un cercle vertueux, ils font des réformes, on leur donne de l'argent, on leur donne de l'argent, ils font des réformes, etc. etc. Bon. Pendant ces 3 années, je vais 4 fois par an en Israël-Palestine, une fois dans l'année en gros à Gaza, et je vois tous les acteurs, et je rentre dans les détails techniques sur les engagements de chacun, etc. Je suggère à Bernard Kouchner d'organiser des dîners de suivi. Alors voilà où peut être l'imagination.
des dîners de suivi de la conférence de Paris. On en fait. Il y a Tony Blair qui est le représentant du quartet, les Norvégiens qui depuis Oslo sont dans le circuit, il y a le Premier ministre palestinien qui est un homme très important. Je maintiens une pression continue sur le suivi de la conférence. Je travaille bien sûr avec les organisations internationales que je connais, le Fonds, la Banque, l'ONU. Je leur demande des rapports réguliers et singulièrement au bout de 3 ans. Le 13 avril 11, donc les 3 ans sont passés. Nous avons une réunion d'un machin que préside la Norvège qui a un nom accouché d'or, le Ad hoc Liaison Committee, et celui-ci dans lequel est Israël, les États-Unis, etc. Celui-ci, là aussi, le témoignage. Les donateurs se sont félicités du fait que l'état de préparation, la préparation de l'état, était réalisée, achevée, en français plutôt. Et selon les rapports qui ont été fournis pour cette réunion par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les Nations unies, l'autorité palestinienne est au-dessus du seuil d'un État fonctionnel dans les secteurs clés. Bon, 1, c'est vrai. 2, j'ai passé du temps aussi pour la dire au fond, à la banque, à Washington, à New York. Travailler, regardez, il faut pas laisser tout ce beau monde s'endormir. Hein. Et ceci est fait. Donc, il est faux, mensonger, de dire que les Palestiniens n'ont jamais été en capacité de gérer un État et qu'il n'y a pas eu d'interlocuteur en face. Il y en avait un. Alors, c'est un peu personnifié par cette personne, mais pas que, parce que j'ai été dans toutes les villes. La qualité du personnel communal à Naplouse, Jénine, etc., m'a absolument fasciné. Il s'appelait Salam Fayyad, il était Premier ministre de Palestine pendant toute cette période et au-delà. Bon, résultat, Israël s'assoit sur ses conclusions, les États-Unis font de même. Je répète que c'était quand même un travail qu'ils avaient demandé. Hein. Ils suivent sans réfléchir comme d'habitude et ils bloquent par la menace du veto la demande palestinienne qui arrive, nous sommes toujours en 2011, d'accepter la Palestine comme un État membre des Nations Unies. Ils bloquent. Donc les Palestiniens, peut-être auraient-ils dû forcer le veto. On peut revenir sur le fonctionnement du Conseil de sécurité. Les Palestiniens ne vont pas jusque-là. Néanmoins, ils demandent leur entrée à l'UNESCO comme membre plein, nous sommes en l'automne 2011. Le président de la République française, Nicolas Sarkozy, fait voter la France pour l'entrée de la Palestine à l'UNESCO comme membre plein. Le vote se fait dans l'ordre alphabétique. Les courageux pays dont le nom commence par A jusqu'à E nous reprochent de ne pas avoir dit à l'avance, c'est vrai que la décision a été prise tardivement, qu'on allait voter pour, sinon oui, eux aussi, ils auraient voté pour, bien entendu. J'en ai quelques-uns en tête. Bon, donc la Palestine rentre à l'UNESCO, membre plein. Israël et les États-Unis en sortent immédiatement. En 2012, Abbas et Fayyad demandent l'accession de la Palestine au statut que je disais d'État membre observateur des Nations Unies. Ça, c'est une décision de l'Assemblée générale, donc il n'y a pas de veto. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, en France, qui s'appelle Laurent Fabius, convainc, je ne veux pas dire les choses autrement, le président de la République de voter pour. Ça n'est plus Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande. Et nous votons pour. La Palestine devient donc ce statut bizarre, aujourd'hui que le Vatican, mais dans l'histoire, bien d'autres États, tout à fait. C'est grâce à ce statut, elle est l'État de Palestine aujourd'hui, qu'elle peut actionner la Cour pénale internationale.
Et c'est grâce, et avec, la Cour pénale internationale, vous le savez, vise plutôt les hommes et les femmes que les pays comme la Cour internationale de justice. Donc, vous avez tout à la fois un truc, Quai d'Orsay, tu vas faire une conférence internationale des acteurs, le directeur Anémo de l'époque, quand même, Jean-Paul cherchera le nom, me dit c'est quand même la meilleure nouvelle de mon arrivée qu'on a eue depuis fort longtemps. Mais enfin, croyance limitée dans les vertus du processus plutôt que de répéter respect de la résolution 242, etc. Mantra habituel, celle qui, après la guerre des 6 jours, demande le retrait des 2 territoires occupés. Donc on change de fonctionnement, ça l'a fait changer de fonctionnement plutôt que de répéter. Scepticisme, quand même, progressivement, compréhension, forte croissance en Palestine. C'est à ce moment-là que Ramallah change vraiment. Et cette conséquence juridique importante. Si aujourd'hui, M. Netanyahou ne peut pas aller absolument partout, c'est à cause de cette affaire. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que on est toujours dans la situation d'État sans État? Je crains que non, parce que il y avait de l'État contrôlé par l'autorité palestinienne. Bon, je vous invite, c'est sur Internet, sur Cairn, c'est gratuit, ou sur Alternative économique, à lire. Gaza, il y avait aussi de l'autorité palestinienne à Gaza. Il y a 10 ans. Hein. Donc, quand j'allais à Gaza, je voyais le portrait de Arafat et d'Abbas, chez les gens que je voyais. Donc, tout ça, c'est délité. Le momentum des réformes, c'est délité. La colonisation a explosé. Et la guerre est bien entendu venue là-dessus. C'est tout à fait terrible. Et ça a détruit quand même non seulement des habitations, mais des bouts de fonctionnement de l'État. Il en reste encore un peu, mais ça a détruit des bouts de fonctionnement de l'État. Et en plus, vous avez un État dans l'État qui est Israël, qui est dans l'État de Palestine à de multiples. Mais je vous donne un truc, par exemple. Oui, bon, c'est comme ça que je raisonne. Je disais aux Israéliens, vous n'êtes pas pour les paradis fiscaux? Bien sûr que non. Mais alors comment vous acceptez? La Palestine est depuis Oslo divisée en 3 zones. Hein? Une qui est théoriquement sous contrôle de l'autorité palestinienne, qui s'appelle la zone A, les villes, pour faire bref. Une zone intermédiaire pour pouvoir partager, qui s'appelle la zone B, et puis le reste zone C, qui est quand même plus israélien. Je dis, comment vous acceptez que les gens les colons qui s'installent en zone B, en zone C, ne paient pas d'impôts? Voyez, donc, je vous donne cet exemple. Je sortais vous ne respectez pas la résolution machin du Conseil de sécurité ou de la morale, etc. Et là, difficile de réagir. Donc, je vous donne cette anecdote pour vous montrer, vous avez des paradis fiscaux à côté de chez vous. Bon, je pourrais vous parler des clearance revenues, si ça, je crois qu'on est au bout, là. Oui, on peut. Ah non, vous voulez que je vous parle un peu de cohabitation, quand Mais, même. Dernière petite question, et puis vous aurez le temps. Vous avez vécu la cohabitation. On vit aujourd'hui un contexte gouvernemental assez atypique. Est-ce que vous en avez tiré des leçons? Lesquelles? Est-ce qu'elles sont applicables aujourd'hui? Oui, alors, oui et pas tout à fait oui ou non. 3 leçons. 1, la cohabitation. Ça, c'est le reste, vous oublierez le reste, mais surtout les jeunes électeurs. C'est la stricte application de la Constitution de la Ve République. Donc, la Constitution de la Ve République n'a été appliquée en France que pendant les 4 premières années, en gros, de la présidence de Charles de Gaulle et les 9 ans de cohabitation. C'est pas très compliqué. Le reste, c'est pipeau. Article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, pas le président de la République. Hein. Donc, le reste du temps, on a un président de la République, et il y en a malheureusement un certain nombre, qui se sont occupés de tout, qui ont maltraité leur Premier ministre. Ce n'est pas
à eux de le faire. Et ce n'est pas, c'est ça, la presse vous raconte, vous ment, les hommes politiques vous mentent, ce n'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel qui implique cela. 17 des 27 pays de l'Union européenne ont un président de la République élu au suffrage universel. Les 2/3. 17 des 27. Dans aucun d'entre eux, alors que les pouvoirs constitutionnels sont à peu près les mêmes, plus des moins, dans aucun d'entre eux, le président de la République ne se mêle de tout et de rien. Il n'y a qu'en France. Pourquoi cela? Parce que nous aimons la monarchie. Ça commence à l'école, ça va pareil dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas lié à l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est lié au goût, y compris du peuple français. Hein. De nous, si le président de la République essaie de ne pas s'occuper de tout, on finit par lui reprocher de ne pas s'occuper de tout. Donc, le système est la cohabitation, le bon. Et je vais vous faire une proposition que j'ai pas encore vue. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution, pas besoin de 6e République. Il suffit, alors vous pouvez la tweeter hein, si vous voulez, que le président de la République n'aille plus au Conseil européen pour parler de directives électricité, de politique sanitaire, de marché bancaire, d'union bancaire. Ce n'est pas le travail du président de la République. C'est le travail du Premier ministre. Sur les 17 que j'ai cités, il y a 3 pays qui sont Chypre, la Roumanie et la Lituanie, qui envoient le président de la République, le chef de l'État au Conseil européen. Mais les 14 autres, enfin les 17 moins 4, 13 autres, envoient le Premier ministre. Ou la Finlande, qui n'envoie désormais plus que le Premier ministre, faisait une chose très bien, qui était de faire venir le président de la République pour les affaires internationales, et le reste, le Premier ministre. Mais ils ont changé ça, il n'y a plus que le Premier ministre. Donc voilà, c'est la cohabitation, c'est le strict fonctionnement de la Ve République, ni plus ni moins, comme elle est écrite, et comme elle, selon moi, elle doit être appliquée. Pourquoi ça marche? Donc tout ça, c'est vraiment une leçon. Et pourquoi ça marche? Il n'y a pas d'instance d'appel pour les ministres, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus complexe, mais les ministres, le Premier ministre arbitre, et le président de la République ne repasse pas derrière. Donc il y a un vrai équilibre des pouvoirs, et que Montesquieu, si je puis dire, et il est faux de dire, comme le disent parfois les hommes politiques, que le Premier ministre a été empêché de gouverner. C'est faux. Le président de la République a grogné, je pense, je répète pour les plus jeunes, 86-88, François Mitterrand est président de la République, Jacques Chirac est Premier ministre, 93-95, François Mitterrand est président de la République, Édouard Balladur est Premier ministre, et 97-2002, Jacques Chirac est Premier ministre et président de la République, bien les autres, il grogne, le président de la République. Il reçoit des opposants, il fait un autre truc. Ça n'empêche pas la politique économique de 86-88 d'être la plus libérale que la droite française ait jamais menée. Le président de la République a refusé de signer des ordres. Enfin, en 2 ans, il y a eu un changement considérable de la politique économique française en cohabitation. Et ça n'empêche pas Lionel Jospin de faire les 35 heures, les emplois jeunes. On en pense ce qu'on en veut sur le fond. Et il est faux de dire, et même si c'est dit par les intéressés eux-mêmes, qu'ils ont été empêchés de gouverner. C'est faux. Bon. Et dernier point plus contre-intuitif, il n'y a pas de domaine réservé. Même la politique étrangère, même la politique de défense, donc le président de la République est le chef des armées, mais le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Donc, mais il est clair qu'il y a des compétences plus importantes, c'est le chef de l'État, donc c'est lui qui négocie, enfin qui signe les traités, etc. Donc, mais il n'y a pas vraiment de domaine réservé, et il y a une obligation à se concerter, ce qui, à mon avis, réduit aussi l'arrogance habituelle de la France, si vous voulez. Quand vous devez déjà gérer votre fonctionnement interne avant que d'aller dans les réunions internationales, ça. Une anecdote pour en terminer, le G7. Parce que je me suis quand même beaucoup occupé de gouvernance économique mondiale, et ça a dû échapper à l'IREMO, mais j'ai fait un article
en juin sur la France et l'architecture financière internationale. Position que tient la France depuis Bretton Woods, en gros, dans les instances. À vos souhaits de nouveau. 86 sommet de Tokyo, G7. Il y a une place. Sommet de G7, G8 après, puis G7. Il y a une place. Derrière le chef d'État ou de gouvernement, le Sherpa. Et Chirac va à Tokyo. Mitterrand était insupportable, odieux, et il lui a laissé la place quand il sortait se libérer. Voilà. Donc, Chirac était complètement odieux. Mitterrand était complètement odieux. Chirac est rentré furibard et a exigé que la préparation des sommets ne se passe plus comme c'était le cas directement entre l'Élysée et les ministères concernés. Il y a à l'époque principalement deux, Finances et Quai, mais passe par Matignon. Et donc, on désigne face au Sherpa, conseiller diplomatique du président de la République, un officier traitant à Matignon. Je vois fonctionner ça dans les deux cohabitations. Quiconque, je suis à la direction du Trésor, quiconque va chercher les noms les trouvera. Ils s'insultent devant moi, enfin devant les fonctionnaires, si vous voulez. Deux couples, hein, le couple 86-88, le couple 93-95. Vous chercherez. 97, Lionel Jospin, début juin 97, veut aller à Denver, sommet du G7, Colorado. C'est, pour les plus vieux, le sommet où ils ont, sauf Chirac, tous étaient obligés de porter des bottes, parce que Clinton leur a fait mettre des bottes de cow-boy. Et Jospin me dit, je voudrais aller à Denver. Je dis, surtout pas. Enfin, si vous voulez, Chirac va se souvenir 11 ans après, quand même, de ce qui lui est arrivé. Donc, si vous voulez pas être humilié, il faut pas y aller. Mais il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous dire ce qui a été fait. Chirac, puisqu'il s'agit de lui, en 86, a nommé à Matignon quelqu'un qui a été le correspondant du Sherpa. Bénissez-vous. Donc, je me suis trouvé préparer les sommets du G7 et obligeant les deux ministères, ce qui n'était pas intuitif, c'est beaucoup plus sexy de travailler avec l'Élysée qu'avec Matignon. Passé par moi, y compris la drague qu'ont fait tous les présidents de la République à l'égard des ministres en cohabitation. Et je me suis promis de ne jamais engueuler en public le Sherpa du président de la République. Là aussi, vous chercherez vous-même. Parfois, en privé, on a eu des conversations intéressantes, mais quand même qui restaient civiles. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pas une vraie cohabitation, mais il y a quand même une majorité implicite, hein, si j'ai bien compris le vote de la semaine dernière. Donc, je vous laisse là. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'autres questions, mais j'imagine que vous aussi. Donc, dans la salle comme en ligne, n'hésitez pas en ligne à poser vos questions dans le chat, on les relaye, et sinon ici dans la salle également, sur les nombreux sujets couverts. Oui, bonjour à tous. Monsieur, vous parliez de la répartition des pouvoirs entre le Premier ministre et le Président, et vous compariez par rapport à d'autres pays européens. Mais le président en France a quand même le pouvoir de dissoudre, ce que n'ont pas forcément les autres présidents dans les autres pays européens. Le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Oui. Donc c'est quand même une arme qu'il a entre les mains, qu'il a utilisée il y a peu. Donc ça lui confère quand même une certaine légitimité par rapport aux présidents de la Finlande ou du Portugal qui n'ont pas cette possibilité. Je voudrais pas dire de bêtises. Oui, pardon, j'ai bien. Oui, moi non plus, je connais pas forcément le droit constitutionnel finlandais. Il y a des États où il peut dissoudre, mais il y a aussi, bon, j'avais été sensible à cette affaire en Autriche. Le président de la République peut vétoiser le Premier ministre, par exemple. Donc, globalement, j'ai pas fait une étude constitutionnelle, mais globalement, alors il y a une différence aussi parfois, mais pas dans tous les pays, qui est la présidence du Conseil des ministres. Il y a un certain nombre de pays où le président de la République, nous chez nous, même sous la 3e, pas sous la 4e, enfin, le président de la République pouvait présider. Bon. Donc,
Lionel Jospin a inventé, c'est Édouard Balladur, pardon, Lionel Jospin a systématisé les réunions de ministres, qui ont l'apparence du Conseil des ministres. Michel Barnier les a maintenues. Donc, et des réunions de ministres de substance, sachant que le Conseil des ministres, je ne veux pas vous rendre triste, c'est une grand-messe où il y a même en temps normal zéro débat, tandis que dans les réunions de ministres il y a des débats. Donc ma remarque est, il y a des plus, il y a des moins, mais en tout cas la remarque fondamentale, c'est vraiment, ce n'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel qui explique les torsions de la Constitution. C'est pas non plus juste les habitudes des présidents de la République successifs. Hein, c'est notre fonctionnement. Et quand pour nommer les choses et les gens, Jacques Chirac et François Hollande ont essayé d'en faire moins, ça leur a été reproché immédiatement par la presse et par le peuple, quelque part. Si le président de la République n'est pas sur le terrain pour une catastrophe ferroviaire, ou à peu près, on se dit, mais que fait-il? Il s'intéresse pas à nous, etc. Bon, on est loin de nos affaires, mais comme c'est le problème du pilote, je savais pas trop ce que vous souhaitiez. En tout cas, on est plus près de nos affaires en répétant que même la politique étrangère est un domaine partagé. Et ça a donné lieu, dans nos affaires, ça a donné lieu à un des principaux incidents de la cohabitation en 2000, quand Jospin, et je n'étais pas de ce voyage, je m'occupais aussi des affaires internationales, mais j'avais un collaborateur, je le laissais quand même aussi voyager avec le Premier ministre. Quand en 2000 Jospin se rend en Palestine et qu'il qualifie le Hezbollah d'organisation terroriste, et il se fait ensuite caillasser à Birzeit à l'université, et Chirac utilise cette affaire, discuter le fond, mais là on a un des 3-4 gros incidents de la cohabitation, parce qu'il le convoque. Chirac convoque Jospin, et Jospin ne prend pas à la convocation. Et en disant, voilà, alors je pense que les mots avaient peut-être dépassé exactement ce qu'il voulait dire, mais en même temps, il a le droit, parce que la thématique de Chirac, c'était à la fois la contestation de l'assertion, mais aussi l'idée qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer sur ces sujets-là. Faux. Totalement faux. On a une question en ligne aussi, je ne sais pas si c'est mieux d'alterner peut-être pour inclure ceux qui sont en distanciel. Je souhaiterais savoir où en est la France par rapport au débat en cours sur l'élection d'un président au Liban et de la recomposition qui en serait tributaire au sein du Parlement libanais. Alors, sur l'élection, depuis le 30 octobre 22, donc ça va faire 2 ans, le poste est vacant, Michel Aoun est parti au terme de son mandat. Depuis ce moment, nous disons et répétons que il faut qu'il y ait un président de la République, même en temps normal, parce que ça bloque toutes les nominations. Il n'y a plus d'ambassadeur à Paris, il y a un chargé d'affaires. Il n'y a plus de gouverneur de la Banque du Liban, il y a un premier sous-gouverneur qui fait fonction, etc., etc. Donc, il faut absolument qu'il y ait un président de la République. Il est élu par le Parlement, 128 membres. Je suis prêt, hors micro, à prendre un certain nombre de comparaisons entre la Knesset, 120 membres, et le Parlement libanais, 128 membres, au-delà de la proximité des chiffres. Donc, il faut que les partis politiques se mettent d'accord. Ça doit être un chrétien maronite. Il faudrait aussi que les chrétiens maronites se mettent d'accord. Condition nécessaire mais pas suffisante. Et l'aurait-il fait que s'ils étaient arrivés très vite en disant on a un candidat, bien sûr, le Hezbollah a de mémoire 28 députés. La nature a horreur du vide. Oui, une chose que je ne vous ai pas dit, à chaque fois que
j'ai travaillé dans tous ces pays. Bien des fois, je me suis dit, comment ça se passe en France? Et est-ce que on saurait faire ça en France? Donc là, je dis juste pour le fun. Vacances du pouvoir pendant 3 mois. Ça n'arriverait jamais en France, bien entendu. La nature a horreur du vide. Alors, je vois pas, en revanche, la suite de la question. Ça n'entraînera pas de recomposition du Parlement. Le Parlement a été élu en mai 22. Donc, les élections auront lieu, c'est 4 ans, je pense, en mai 26. Ça fera juste fonctionner le pays. Mais je vous dis, moi, ma crainte, c'est que la classe politique libanaise est tellement, enfin, là, c'est le pinacle de la 4e République, dans la négo sur tout et sur rien, que ça va leur demander effectivement tellement d'efforts, et de fait, ils en auront fait, mais que s'ils y arrivent, ils vont dire, écoutez, on a élu un président de la République, on est à moitié détruit par Israël, on vaudrait de l'argent. Mais donc, pour la réponse à notre ami en ligne, ça ne changera pas la composition du Parlement libanais. Prendre des questions. Vous avez affirmé que c'était impensable, c'était de se poser la question sur le versement du FMI au Hezbollah. Non, j'ai pas dit ça. Excuse-moi. Que jamais le FMI n'avait versé de l'argent au Hezbollah. Mais étant donné la corruption ambiance, la difficulté de contrôler, est-ce qu'une partie des fonds n'arrive pas? Non, j'ai pas dit cela. J'ai dit que le moment où j'ai fait un lien entre Hezbollah et FMI, c'est pour rappeler que recevant l'association des banques libanaises, pour faire bref, donc, tout ça est un peu caricatural, des chrétiens et des sunnites, les propriétaires de banques. J'avais été sidéré, nous sommes en septembre 2020, j'avais été sidéré qu'ils me disent, s'il y a un programme FMI, ça va aider le Hezbollah. Donc, la question des versements des fonds par le FMI au Liban, je veux dire d'abord ne s'est pas posée, mais elle s'est posée une seconde. Ne s'est pas posée parce qu'il n'y a pas eu de programme FMI. Là, vous voyez le petit bonhomme, là. Il est là, mais il est toujours là. Bon. Donc, le paradoxe, j'ai dit ça à la presse libanaise fin juin, c'est que le Liban a eu tous les inconvénients d'un programme FMI, c'est-à-dire l'ajustement structurel, sans en avoir les avantages. Les avantages, c'est-à-dire de l'argent du fonds et la capacité à catalyser l'aide internationale. Donc, il n'y a pas eu d'argent de FMI. Bon. Maintenant, vous posez une autre question qui est intéressante, c'est comment s'assure-t-on que l'aide internationale, même de nature humanitaire, ne va pas aller au mauvais endroit, Hezbollah ou autre. Bon, alors à cela 2 réponses, qui n'en sont qu'une. On a, depuis l'explosion du port, massivement, la communauté internationale, utilisé les organisations non gouvernementales, par laquelle toute l'aide humanitaire depuis 2020 est passée, avec un risque, qui est un vrai sujet d'économie du développement, de créer un proto-État qui serait les ONG. Et la République des ONG, dont j'ai connu le premier et le meilleur exemple, c'est-à-dire Haïti. Et donc, je pense qu'au bout du bout, toutes ces affaires il faut construire l'État. Bon, je suis très français, donc un Américain ou un Néerlandais, vous direz pas forcément ça. Vous direz, il faut construire les institutions du marché, etc. Bon, le marché libre. Mais je pense qu'il faut construire l'État. Et si vous commencez à fonctionner en ayant l'ONG santé, l'ONG protection sociale, l'ONG éducation, machin, ou plusieurs qui n'ont pas une tendance naturelle à se coordonner entre elles. Il faut pas idéaliser ce monde. Je suis devenu président de fondation. Donc, vous ne construisez pas l'État. Alors,
On a fait une chose extraordinaire qui a été très complexe avec la Banque mondiale. La Banque mondiale avait un prêt social à distribuer en fonction de critères objectifs. On s'est battu pendant 2 ans parce que le Parlement libanais, là nous sommes entre fin 20 et fin 22 en gros. Le Parlement libanais voulait que ça passe par le ministère des Finances libanais. On a dit non, et on a mis en place avec une université libanaise, toujours la communauté internationale, une plateforme avec sélection des bénéficiaires avec des critères objectifs de revenus, de pauvreté, de machin, etc., et distribution directe aux intéressés par un sous-traitant de la Banque mondiale. Et on y est arrivé, mais faire accepter ce prêt social, dont j'ai plus le montant exact en tête, entre 250 et 300 millions de dollars, alors même que le Liban en avait besoin, a été dantesque. Bon, le problème, c'est qu'il y a un moment où il faut quand même faire confiance à l'État. Sinon, j'ai poussé, il en reste encore, c'était une révolution quand j'ai poussé à ça en 2008, à ce qu'on fasse de l'aide budgétaire à la Palestine. En gros, vous avez 2 types d'aide au développement. L'aide projet classique, vous financez une école, une route, un hôpital, un machin. C'est super parce que ça s'inaugure. Donc à un moment, il y a un petit drapeau, un truc, un ruban, l'ambassadeur coupe un truc. L'aide budgétaire, vous versez directement au budget de l'État et il faut avoir confiance. Donc il faut s'assurer que les procédures fonctionnent. Le contrôle des dépenses publiques, la gestion de la ressource, etc. Je pense, je ne veux pas dire de bêtises, ça je n'ai pas vérifié, mais il y a encore, la France fait encore, ça, le montant a baissé, pas tant parce qu'on avait moins confiance en l'autorité palestinienne, parce qu'il y a de moins en moins de sous. On fait encore de l'aide budgétaire à la Palestine. Je ne suggérerais pas une seconde actuellement de faire de l'aide budgétaire au Liban. Donc, et Palestine, il faut quand même regarder quand même. Donc voilà. Donc, ce que je disais, c'est que ça m'avait amusé d'entendre le lobby bancaire, l'association des banques libanaises, prétendre que passer sous programme FMI, c'était aider le Hezbollah. Enfin, je veux dire, dans les inventions, lequel Hezbollah avait dit qu'il n'était pas hostile, par la voix de Nasrallah, il y a 3-4 ans, à un programme FMI, dès lors que, on respectait la souveraineté du Liban, toujours une organisation internationale qui intervient pour prêter de l'argent, il y a toujours un peu d'interventionnisme, il faut quand même, c'est pas caritatif, et même caritatif, vous faites attention. Et 2, et ça m'avait intéressé, qu'on n'augmente pas les impôts indirects. Parce qu'il était question d'augmenter la TVA, qui est à un niveau assez bas. Et c'est, je suis désolé de le dire, le seul parti politique libanais qui soit, à un moment quelconque, entré dans le contenu d'un éventuel programme du FMI. Parce que les autres, c'était oui, ou qui va payer les pertes. Mais est-ce qu'on augmente la TVA? Est-ce qu'on augmente les impôts directs? Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer le système des retraites? Etc., etc. Ça avait été un petit signe. Nous sommes juste après le défaut souverain dans l'été 20 et ça a disparu. Moi, j'ai le temps, moi. Oui, on a pas mal de questions et peu de temps, donc on va... Non, mais moi, j'ai le temps. Merci beaucoup. J'allais vous poser la question, quelle est votre manœuvre pour contester la politique de gouvernement où vous servez? Et j'ai compris que vous faites pas mal. Et c'est très bien. À propos du Liban, vous avez dit le passé, c'est le passé. Mais un aspect de la difficulté pour la France pour imposer ses positions et son aide et les réformes et tout ça doit être lié à l'histoire et le rôle de la France et la priorité des chrétiens. Et pour Macron, même si hier il a dit
des choses positives à propos de ce qui se passe au Liban, excusez-moi, il n'a pas grand-chose, il a fait vraiment le contraire. Sa voix n'a pas été entendue contre l'Israël. En fait, le contraire. Et je crois que pour les Libanais, cette ambiguïté de la France devant ces défis qui sont, n'est-ce pas, qui remontent des années. J'ai vécu 3 ans là-bas, à AUB et à IFPO, et j'ai parlé même aux membres de Hezbollah. Et la réputation de Hezbollah est très forte, parce que le gouvernement non seulement ne fonctionne pas, mais vous n'avez pas mentionné le communautarisme que la France a laissé en place en 43. Les gens ne peuvent rien acquérir sans la demande de leur chef. Et le Hezbollah, pour certaines, pas seulement pour les chiites même, a fourni des choses. Le rôle de Hezbollah en Syrie a beaucoup cassé, a beaucoup endommagé son image, bien sûr. Mais le fait que la société ne fonctionne pas, les gens qui sont au pouvoir sont là depuis la fin de la guerre civile. Et la France doit mettre la pression sur vraiment des changements profonds. Excusez-moi, la France a bénéficié du deal avec les banques pendant les années 50 et 60. N'est-ce pas? C'est-à-dire la corruption et la spécificité du rapport entre la politique et l'économie. La France n'a pas vraiment protesté contre ça. C'est-à-dire les investissements de la France venaient souvent. Mais le système est tellement problématique. Et les Libanais ont tout essayé. Et maintenant, ils sont désespérés. Merci. Alors, 3-4 sujets. Un, quand je parlais du passé, au contraire, j'ai dit que le passé ancien, les liens historiques, etc., comptaient. Je vous parlais de la crise financière et de dire tout le monde, pour des raisons différentes, s'est contenté de dire c'est la faute à qui, au lieu de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce reproche, je le fais pas seulement à 100, 200 personnes de la classe dirigeante. J'ai eu des conversations à l'infini avec d'autres gens. Bon, premièrement. Deuxièmement, a-t-on, au fil des années, laissé fermer les yeux sur... ah oui, j'ai une anecdote à vous raconter d'ailleurs. Sur la corruption... oui, bien entendu, il n'y a pas de débat. Bon, il faut choisir. J'ai jamais rêvé d'un pays parfait. Et une fois encore, toujours, je me demandais, mais au fait, en France, là, ce ministre qui est en conflit d'intérêts parce que sa femme, ça n'existe pas en France. Donc, voilà, j'ai essayé de ne pas dire nous sommes la solution à ça. Le communautarisme, le clientélisme, oui, ça va sans dire. Et il y a un cercle vicieux. Il n'y a pas d'État, donc il y a effectivement des services. C'est ce que j'ai expliqué aux Saoudiens ad nauseam en janvier et février 18. Si le Hezbollah est si fort, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. Comment aider à faire de l'État? Ben nous, communauté internationale, c'est ça. Donc on a tous laissé faire. Votre dernier point sur la situation d'aujourd'hui. C'est un désastre dramatique, oui. Tous les échos que j'ai de ce qui se passe au Liban, c'est effrayant, c'est absolument effrayant. Et même juste un petit truc qu'une amie m'a dit récemment, on n'y pense même pas. Le simple fait, même sans bombardement, qu'il y ait en permanence des drones au-dessus de Beyrouth, du bruit en continu. On continue. On parle pas des 2000 morts. Non, je voulais vous raconter, alors, sur votre première question, comment se fait-il que ça n'a rien à voir avec la question, mais j'ai oublié de le dire. Vous préférez que je prenne une question de la salle plutôt que... Je pense qu'on peut, parce que nous on pourra échanger, autant mettre la priorité sur ceux qui sont venus. Non, mais c'était pas, avec madame, mais pour vous dire, on fait de la diplomatie aussi aux finances. J'ai négocié
de 86 à 88, sous l'autorité du directeur de Trésor de l'époque, Jean-Claude Trichet, j'ai négocié le contentieux nucléaire franco-iranien. Donc là, j'étais petite main. On est quand même, pour vous dire, on est un peu chez les fous. Le Shah d'Iran, l'Iran du Shah, prête 1 milliard pour construire une usine d'enrichissement d'uranium au Tricastin, dans le cadre d'une entreprise multinationale franco-hispano-italienne qui s'appelle Eurodif. Les Mollahs arrivent au pouvoir. Le prêt a été octroyé en 74. Les Mollahs arrivent au pouvoir en 79 et disent on veut sortir de ce truc parce que c'est la vérité vraie. Le nucléaire, on n'en veut pas. Donc on voudrait que vous nous remboursiez notre milliard. Réponse. Certes, nous allons vous rembourser votre milliard, mais ce n'était pas qu'une opération financière, il y avait un contrat commercial qui prévoyait que, comme pour les autres parties prenantes, vous alliez, comme on dit, enlever de l'uranium enrichi, acheter de l'uranium enrichi. Et donc, nous allons, je ne rigole pas, nous allons vous déduire des sommes que nous vous rembourserons, les pénalités de retard qui vous sont dues au titre du non-respect du contrat commercial. Donc, nous voilà partis. Donc, je l'ai fait dans la période la plus sérieuse, parce que François Mitterrand avait fait négocier cela par des intermédiaires véreux, et par son ministre des Affaires étrangères qui est décédé il y a quelques mois. Et Chirac a fait ça très sérieusement, 86-88, ça c'est la première cohabitation. Mais donc, aller expliquer aux Iraniens qu'on va pas tout leur rembourser parce qu'ils doivent des pénalités, parce qu'ils ne veulent pas enlever l'uranium enrichi, je peux vous dire que c'est un des grands souvenirs de ma carrière, y compris, et bon, ça sera pour la saison 5, y compris dans une négociation qui se passe pas forcément très loin de celle sur la libération des otages français du Hezbollah. Je vois un truc, le jour est-il pour vous un journal sérieux? Oui, parce qu'il annonce mon départ en retraite en une et qui me consacre une page très gentille. Oui, non, mais plus sérieusement, et je l'ai dit aux divers rédacteurs, les papiers économiques, bon, enfin tout, mais bon, je lisais, j'apprenais parfois des choses, mais regardez derrière, il y a une page entière. Les papiers économiques sont d'excellente qualité. Je réponds à la question qui est là. Que pensez-vous des poursuites? Question classique, enfin réponse classique, c'est la justice, elle suit son cours. Réponse moins classique, je pense qu'il y a quand même matière à poursuivre. Et ce qui est intéressant, c'est que il soit toujours détenu, si je ne m'abuse, ou en tous les cas peut-être détenu chez lui et empêché de bouger, alors que tout le monde pensait que ça n'irait pas jusque-là. On avait une dernière question à ligne de monsieur. Non, moi j'ai encore le temps. Oui, mais malheureusement non. Je vais poser la question. Merci beaucoup. Moi, j'aurais plutôt une question d'actualité, enfin en lien avec la guerre. Maintenant, on fait 1 an à Gaza et puis le nouveau front au Liban. La faillite de la diplomatie française ou un alignement de la diplomatie vers les positions pro-israéliennes. Vous qui avez été diplomate, j'aurais bien voulu avoir votre analyse sur le rôle que peut jouer la diplomatie française au sortir de la guerre. Est-ce qu'il y a un rôle dans un contexte où il y a une perte de crédibilité de la diplomatie française un peu partout dans le monde? Je pense au Sahel, je pense au Proche-Orient,
en contexte où on pèse moins. Donc première question, comment est-ce que vous voyez la diplomatie française dans l'avenir? Est-ce que c'est intimement lié au rôle du président de la République? Est-ce que le Quai d'Orsay peut faire quelque chose? Vous avez été vous-même comme diplomate en opposition. Je ne sais pas si ça existe encore, cette opposition au sein du Quai d'Orsay. Et la deuxième, c'est par rapport au cimetière qu'on qualifie de cimetière du droit international ou du droit international humanitaire à Gaza. Quelle perspective vous avez pour des institutions, pour le droit international à l'avenir? L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice. On dit que voilà, les pays du Sud se saisissent d'outils du droit international, mais comment est-ce que vous voyez la situation évoluer à l'avenir? Merci. Je commence par là parce que c'est plus lourd d'une certaine manière. Je suis caricatural, mais je suis absolument convaincu qu'il y a un double standard, enfin un anglicisme, enfin, et que le multilatéralisme, qui est peut-être pas dans une forme olympique, je prétends que le multilatéralisme économique, que je connais bien, va mieux que le multilatéralisme politique. Enfin bon, va énormément souffrir du non-respect du droit international tout court, pas que humanitaire, mais aussi humanitaire. Et que ceci, à terme, est dangereux pour tout autre théâtre, qui est l'Ukraine. Je ne vois pas comment on peut rester les bras croisés sur ce qui se passe au Proche-Orient. Et de toute façon, c'est déjà documenté. Vous avez Madame van der Leyen qui s'est pointée en 2022 à Kiev pour dire si on fait ci, ça, ça et ça, on est devant crime de guerre, crime contre l'humanité, etc. Bon, vous remplacez Russie et vous trouvez la solution. Donc, très inquiet sur l'avenir du multilatéralisme et la position de double standard sur de l'ensemble de la communauté internationale sur la Palestine, enfin sur le Proche-Orient en général. Sur votre première question, ma première réponse c'est on peut pas tout faire, la France, donc il faut effectivement choisir nos cibles. Peut-être faut-il y mettre, suivant les moments, un peu moins d'emphase. Si vous voulez, la diplomatie, c'est aussi de traiter les choses, de dire les choses. Je suis pas sûr que on ait été en faillite, mais il y a eu beaucoup de mouvements et au bout d'un moment, plus personne ne s'y retrouvait. Je prétends, contrairement à un certain nombre de collègues du Quai d'Orsay, qu'il n'y a pas eu de changement entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Je vais vous citer deux exemples, mais je peux vous en citer d'autres. C'est Nicolas Sarkozy qui, à la Knesset, et ça provoque quelques remous, dit Jérusalem, capitale de deux États. C'est Nicolas Sarkozy qui, en janvier 2009, j'étais à cette conférence en Égypte, dit Gaza, prison à ciel ouvert. Je vous ai cité la CIDEP, je vous ai cité le vote à l'UNESCO. Donc, Nicolas Sarkozy, dans son style, était sur la ligne gaulliste. C'est entre Nicolas Sarkozy et François Hollande que le changement se fait, et il se fait sans grande surprise. La gauche française non communiste a, depuis 1948, été plus pro-israélienne que pro-palestinienne. Bon. Et Emmanuel Macron est dans cette ligne-là, avec beaucoup d'emphase, mais c'est pas réservé au sujet pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, et du coup, on fait pas forcément attention au fait que, sur le fond, il est effectivement plus dans la ligne SFIO, si je puis dire, pour faire bref. Ça, je sais pas si ça parle à quelqu'un, la section française de l'Internationale ouvrière, le nom du Parti socialiste avant 1971. Et ce qu'il dit ces derniers jours est plein de bon sens. Et plein de bon sens. Comment c'est hallucinant qu'un pays se permette de dire le secrétaire général des Nations Unies est persona non grata chez nous. C'est hallucinant. Ben, vous dites, ben, vous avez été créé par les mêmes Nations Unies. Bon, ben, ça... Mieux tard que jamais. Hein? Mieux tard que jamais. Ouais. Bon, non, mais on peut en reparler. Je vous dis, il y a une question de style, de fonctionnement, etc. Mais sur le fond, il y a une inflexion
entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ça, je peux vous le garantir, je l'ai vécu. Merci. Non, mais je veux, une fois encore, bon, retraité, je vais pas vous dire que je dois partir en courant. Donc.